Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans On se dit tout. Une heure à passer ensemble à parler de sujets qui nous concernent directement. Ce matin, nous allons parler nutrition et justement, on ne cesse de nous répéter de manger sain, de manger équilibré et d'éviter les produits toxiques. Vous ne savez pas toujours vous y prendre? Eh bien, ce matin, décryptage. Manger sain, comment s'y prendre? On en parle tout de suite avec vous, Madame Khadija Jaouane. Vous êtes naturopathe, phyto-aromathérapeute et nutritionniste à Marrakech. Merci d'être avec nous. On en parle également avec vous, Dr Karim Louali, médecin nutritionniste et naturopathe à Casablanca. Et on en parle avec vous, Dr Baha Rabi Al-Hlou. Vous êtes médecin nutritionniste à Casablanca. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. Et pour commencer, alors vouloir manger sain, selon votre pratique à chacun, est-ce que c'est un effet de mode ou c'est véritablement une prise de conscience? Madame Jaouane Khadija, on commence avec vous. Ce n'est pas une mode, manger sain, c'est un mode de vie. Donc entre une mode et un mode, c'est différent. Donc c'est vraiment une nécessité, c'est la journée, c'est la vie, c'est les bases. On ne peut pas envisager une santé sans une alimentation, et une alimentation adéquate, une alimentation qui correspond à nos besoins, à notre âge, à notre biotope. Mais quand vous dites c'est un mode de vie, vous parlez de vous en tant que spécialiste ou du public? Du public, bien sûr. Je ne me prends pas en référence. C'est-à-dire que les personnes qui adoptent ce mal manger, parce qu'il y a toute une vague de mal manger, ils en payent les pots cassés. C'est-à-dire que c'est On va en parler justement. Oui, mais un mode de vie sain, ça nous évite beaucoup de pépins, beaucoup de problèmes. Docteur Ouali, pour vous, c'est un mode de vie, c'est un luxe, c'est une nécessité? C'est une nécessité. Un mode de vie sain, oui, les gens ils sont de plus en plus conscients. À travers les 10 ans d'expérience que j'ai, je vois très bien le profil de mes patients changer au fil des années. C'est-à-dire, j'ai plus de grands obèses dans mon cabinet comme avant, j'en ai quelques-uns, mais plutôt j'ai des jeunes mamans qui aimeraient garder la ligne après l'accouchement, des femmes... Ça c'est un peu plus un luxe, non? Non, du tout, parce que les gens ont conscience maintenant, avec cette ouverture, avec les médias, avec l'Internet, ils ont conscience que ça commence avec l'alimentation comme on prépare notre retraite financière, on cherche à avoir une assurance, on cherche à avoir des biens, eh bien, on prépare notre retraite de santé. Et donc, pour moi, le profil de patients que je reçois sont de plus en plus conscients qu'avoir une bonne hygiène de vie est essentiel pour bien vieillir et bien vivre. Donc, c'est une histoire plutôt de prévention selon votre expérience. Oui, effectivement. Docteur Baha Rabi, selon vous, c'est une histoire de prise de conscience, de mode? Qu'est-ce que c'est exactement? Vouloir manger sain? Moi, je crois que c'est un peu de tout. Finalement, c'est une prise de conscience, vu que tout le monde en parle maintenant. On sait que la nutrition est au centre de la santé, c'est un des déterminants principaux de la bonne santé. Mais c'est aussi un effet de mode parce que c'est une période. Il ne faut pas que ce soit un effet de mode, mais nous on parle de ce qui existe maintenant. C'est vrai que c'est un effet de mode, on fait plus attention à ce qu'on mange. Maintenant, les raisons pour lesquelles, c'est ça qui est important. Il faut aller chercher, c'est quoi les raisons? Est-ce qu'on veut juste être parfaite parce qu'on a une référence, chose qui peut être très dangereuse, ou est-ce qu'on veut manger pour être en bonne santé? Et c'est ça qui est important à discuter aujourd'hui, peut-être avec tous les décideurs, les chercheurs, les médecins, tout le monde. C'est quoi, comment attirer, comment communiquer sur cette bonne alimentation, une bonne alimentation pour que ce ne soit pas justement un effet de mode. Mais justement, pour vous, ça veut dire quoi manger sain? Manger sain, c'est de la prévention, c'est avoir la ligne, c'est selon l'intérêt de chacun et de chacune. Maintenant, il faut dire que le Maroc, comme tous les pays en voie de développement, nous sommes en transition nutritionnelle. C'est-à-dire que nous sommes en train de passer d'un mode alimentaire qui était plus ou moins sain.
on n'en sait rien. C'est vrai qu'on parle, tout le monde dit avant on mangeait, mais c'est vrai que plus ou moins c'était ça. À un mode de vie qui n'est plus artisanal, qui est mode de préparation qui n'est plus artisanal, qui est plus industriel et qui, grâce à la recherche, on arrive à prouver que c'est un peu dangereux pour la santé. Donc maintenant, manger sain, c'est manger correctement la quantité qu'il faut et de manière pas artificielle, c'est-à-dire pas industrielle, éviter l'industrie le plus que possible. Mais il y a beaucoup de subjectivité dans ce que vous dites, c'est-à-dire que manger les bonnes quantités, manger les bons aliments, ça reste propre au goût de chacun, aux notions de chacun. On ne peut pas tous être peut-être des spécialistes de la nutrition, on va y revenir, mais est-ce qu'il y a un consensus entre vous trois, vos différentes approches de la nutrition sur ce que c'est que manger sain? Docteur Ouali. Bien entendu, il y a des bases communes de nutrition. Quand on parle de manger sain, on est dans une région qui est magnifique, on est dans le pourtour méditerranéen, et le régime méditerranéen ou crétois, parce qu'à la base c'était le régime crétois, en référence aux îles, c'est un régime qui est basé sur tout ce qui est frais, les fruits, les légumes, les céréales complètes, les produits de mer, et ça c'est le consensus. On sait très bien que manger des fruits et des légumes est bon pour la santé, ça prévient l'apparition de plusieurs pathologies cardiovasculaires, les cancers, on en parlera tout à l'heure. On sait très bien que manger de la viande blanche est sain, et on sait très bien que les manières de cuisson méditerranéennes sont saines. Ça, c'est une base. Bien entendu, il faut adapter ça au goût, aux mœurs, aux régions, aux habitudes culinaires de chacun, mais la base, elle reste la même d'un premier élément. Et puis, moi, je n'arrête jamais de le dire, il faut revenir aux sources, il faut revenir au terroir, parce que nos habitudes, notre manière de cuisson est une manière saine. D'ailleurs, notre régime méditerranéen, il a été exporté. Et on en a même fait un super régime aux États-Unis contre l'hypertension artérielle qu'on est en train de promouvoir, alors qu'on est en train d'importer le fast-food, la malbouffe, les aliments préparés, et ça, c'est mauvais. Alors, vous faites référence à l'hypertension artérielle, c'est l'une des conséquences de la malbouffe. Donc, l'opposé de manger sain, c'est manger mal, et on parle communément de malbouffe. On a une pyramide derrière, c'est véritablement la pyramide de base de l'alimentation saine, selon l'approche nutritionnelle médicale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, docteur Louali? Oui, alors effectivement, cette pyramide, elle est là pour faciliter un tout petit peu les choses pour les patients. Et donc, plus on est dans la base de la pyramide, plus c'est des choses qui sont saines et qu'on peut consommer beaucoup de fois. Et plus on monte vers le sommet de la pyramide, plus ce sont des choses qu'on doit consommer d'une manière plus limitée. Bon, c'est assez global, parce que généralement, bon, moi j'utilise plus ça. Je préfère faciliter plus les choses, encore plus les choses. Mais en général, on dit que l'eau et les boissons sont à consommer avec volonté, sans problème, qu'il devrait y avoir à chaque repas, les 3 repas, un céréale ou un dérivé, que les fruits et les légumes, il faut en consommer au moins 5 par jour, quoique les nouvelles études en parlent de plus maintenant. Absolument. Au niveau des pays nord-américains, on est entre 7 et 10. Oui, mais on discutera va y après arriver pourquoi. tout à l'heure, parce que quand on dit qu'il faut, par exemple, consommer les fruits éloignés des repas, je ne sais plus, moi, où on peut mettre les 7 fruits et légumes. Bref. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas un spécialiste de la nutrition, mais de ce que j'entends des spécialistes, plusieurs choses me dérangent dans cette pyramide. En tant que simple consommatrice, et en tant que simple, on va dire, je réceptionne votre information. D'abord, l'emballage du bas, c'est-à-dire qu'on voit un jus emballé, c'est pas un jus naturel. Moi, je suis Vous êtes d'accord? scandalisée. Oui, moi aussi. Voilà. Sincèrement, parce qu'aujourd'hui... Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui, circulent beaucoup sur les aujourd'hui, on sites travaille d'information. plus avec le bateau alimentaire. Le bateau alimentaire, parce qu'il est, en même temps, il nous montre l'importance des aliments, mais aussi, c'est un moyen pédagogique qu'on pourrait utiliser pour tout le monde, pour expliquer c'est quoi pour un bateau, qu'est-ce qu'il faut. Il y a des voiles, c'est quoi les voiles, c'est le pain, c'est quoi le socle. Donc mais ça c'est un simple moyen de communiquer l'information. Par contre, je suis d'accord avec vous. Cette pyramide, ce type-là, on l'a vu pendant très très longtemps. Quand on parle d'alimentation. Alors, on a une base avec, on voit du café, on voit du jus en
emballé, on voit de l'huile, on ne sait pas quel type d'huile. C'est marketing. C'est marketing. Madame Jaouane? C'est complètement Moi, marketing. je suis scandalisée par cette pyramide, carrément, parce que l'accent, il est mis sur les macronutriments, sur les protéines, enfin la classification classique, et elle ne met pas du tout l'accent ni sur les associations alimentaires, ni sur la qualité du produit. De l'huile, c'est quoi la matière grasse entre de l'huile raffinée et de l'huile... Alors je vous rassure, si on a voulu vous montrer cette pyramide, c'est justement pour la critiquer. Et c'est parce que c'est la pyramide de base que tout le monde connaît. Aujourd'hui, les choses ont changé pour vous. Bien entendu. Oui. Mais vous avez étudié sur ces bases-là, Oui. la nutrition. Non, en toute honnêteté. Pas avec ces dessins. Pas avec ces Mais dessins. avec cette pyramide. C'est-à-dire que là, la pyramide, la vraie pyramide alimentaire, elle parle de macronutriments, justement, elle ne parle pas de micronutriments, chose qui est un peu, ça c'est ce qui est ancien, mais elle ne parle pas de produits industrialisés. Elle parle justement l'eau, c'est-à-dire les boissons en bas de la pyramide, c'est-à-dire à volonté. Absolument. Mais pas les jus industrialisés et tout ça. industrialisés, Donc ça, c'est une pyramide quand même qui est certainement... On va vous montrer une autre Elle est pyramide. dépassée, puis j'aimerais juste attirer l'attention. Elle est fausse parce que le jus en conserve devrait être au sommet de la montagne. Absolument. C'est plutôt du sucre et Absolument. pas... Ben, ça nous a permis de corriger certaines notions. Là, on va parler de la pyramide de l'alimentation vivante. Et je pense que C'est mieux. là, les visages se détendent, les visages des spécialistes se détendent. Mais quoique, je rejoins toujours ma collègue, Madame Jaouane Khadija. En fait, avant, on parlait de macronutriments, c'est ça. Maintenant, on parle plus de micronutrition, c'est-à-dire qu'on parle plus de qualité nutritionnelle et pas quantité nutritionnelle. Absolument. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à soulever. Madame Jaouane Khadija, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un petit peu cette pyramide de l'alimentation vivante? Pourquoi on l'appelle d'abord alimentation vivante? L'alimentation vivante, parce qu'elle met l'accent justement sur les enzymes, sur la vitalité de l'aliment et non pas sur l'apport calorique de l'aliment. En mettant l'eau, bien sûr, l'eau c'est la boisson, c'est la seule boisson dont le corps a besoin. Ce ne sont pas les jus, même naturels, quoique on peut parler de jus de légumes et non pas de fruits. C'est alcalinisant et là on rentre dans l'équilibre acido-basique. Bon, c'est un peu technique. Oui, oui. Les feuilles vertes, bien sûr, c'est la base. Et la base parce que ça nous donne les minéraux dont on a besoin, ça nous donne les enzymes en début de repas, ça équilibre. C'est là où on puise. Mais les protéines dans tout ça, on ne les voit pas. Là, c'est l'alimentation vivante. Donc l'alimentation crudivoriste, c'est très spécial, végétarienne. Et l'accent, il est mis, par exemple, pour les protéines et les acides aminés, c'est par l'apport des graines. Des graines germées, des légumineuses, des noix. Et là, peut-être qu'on en profite pour dire aux personnes que l'apport protéique, ce n'est pas seulement l'apport protéique d'origine animale. D'accord. On peut avoir des sources de protéines à travers les graines. À travers les végétaux. Les végétaux, tout à fait. On va parler des risques du manger mal avant d'évoluer vers le manger sain. D'abord, on pointe du doigt les risques de la malbouffe. Quels sont les risques, docteur Rabea? Alors, la malbouffe, il y en a deux types. La malbouffe, elle peut entraîner des carences en macronutriments. Et c'est ce qu'on voyait il y a longtemps. Et heureusement, on ne le voit plus les chez les enfants. Alors, les macronutriments, c'est tout ce qui est protéines, glucides et lipides. Les micronutriments... Simplement, concrètement, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est le gras, la molécule, les lipides et les glucides, c'est-à-dire les sucres. Les sucres lents. Les sucres et les protéines qui sont d'origine animale ou végétale, mais c'est les protéines, c'est-à-dire les peptides. Alors, les micronutriments, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire tout ce qui est vitamines, tout ce qui est sels minéraux, tout ce qui est tout petit et ce qui peut causer ce qu'on appelle la faim cachée. C'est-à-dire que la personne, elle peut vous paraître correcte sur le plan corpulence ou même en excès de corpulence, parce que sur le plan macronutriments, elle est bonne, mais qu'au fait, elle manque de beaucoup. Et la première carence en micronutriments qui est très fréquente au Maroc, c'est l'anémie.
Par exemple, l'anémie, c'est un manque de fer qui est un micronutriment. Le manque en iode, le manque c'est-à-dire c'est tous ces micronutriments qui, si on mange mal, soit ils sont mal absorbés, soit ils ne sont pas du tout présents dans l'alimentation courante. Donc quand on parle de malbouffe, c'est pas uniquement l'obésité? Non. Parce que ce qui vient à l'esprit avant tout, c'est l'obésité, le surpoids. On peut voir des personnes qui sont minces, qui ont suivi des régimes pour mincir, mais qui sont en carence en micronutriments. C'est pour ça que je vous parle, aujourd'hui on parle de la faim cachée. C'est-à-dire c'est une faim, le corps il a des besoins qui sont cachés. On voit la personne, elle est bonne, mais quand on fait des analyses, on trouve qu'elle est en carence, et c'est ce qui peut être très dangereux pour la santé. Alors pour bien expliquer ce point, vous venez de le dire, si on fait des analyses, est-ce que c'est la seule manière de le savoir? Comment par exemple on peut savoir qu'on a une carence ou des carences? Comment on peut savoir qu'on est dans Je donne un exemple tout simple. Vous avez un enfant à l'école et qui a un retard scolaire important. Vous pouvez lui ramener les meilleurs professeurs. Il ne pourra rien assimiler. Pourquoi? Parce qu'il a un manque. Par exemple, l'anémie, elle peut empêcher des enfants. D'ailleurs, il y a une étude extraordinaire qu'on a faite sur Azilal, justement, qui a montré une amélioration des résultats scolaires par une bonne nutrition avec des micronutriments correctement apportés. Et donc c'est cet enfant, s'il est en anémie, c'est quoi au fait, je ne sais pas si je peux un peu m'étaler sur ne serait-ce que ça, le fer, pour bien comprendre. Le fer, c'est lui qui va permettre d'apporter l'oxygène jusqu'au cerveau et le reste des tissus, pour qu'il puisse fonctionner. Donc si l'oxygène, on le respire et qu'il n'arrive pas au cerveau, il ne peut pas fonctionner. Et donc l'enfant, il va rester, par exemple, en retard scolaire. Alors il suffit tout simplement de corriger l'anémie pour pouvoir, c'est ce que normalement on devrait faire, c'est ce qu'on appelle les dépistages chez les enfants en retard scolaire, comme on fait le dépistage de la vision. Il faudrait faire un dépistage, par exemple, ne serait-ce que pour le faire. Donc profiter peut-être du début de l'année scolaire pour encourager les parents à faire exactement, surtout qu'à la rentrée, c'est-à-dire à l'âge de 7 ans, c'est là où s'installent les mauvaises habitudes alimentaires chez l'enfant, parce que l'enfant il commence un peu à devenir autonome, à dire non, je ne veux pas ceci, je veux cela. On ne force plus et les parents, bien sûr, les pauvres, ils n'ont rien à faire. Ils sont obligés parfois de céder. Et voilà. Donc ça, c'est parmi les choses, parmi les symptômes mais il peut y avoir la détresse respiratoire, des gens qui ne peuvent pas faire un effort parce qu'ils n'ont pas assez d'oxygène qui rentre dans les tissus, donc ils ne peuvent pas faire d'effort. Ça, c'est des états avancés, par exemple, de l'anémie. Donc voilà, il y a des symptômes, il n'y a pas que... Mais ces symptômes, malheureusement, n'apparaissent que quand vraiment le déficit est très important et qui nécessite... Et c'est le rôle de qui, finalement, de dépister ça? C'est le rôle du pédiatre, parce que les parents, eux, bon, c'est des parents, ils font attention à leurs enfants, mais en même temps, ils ne sont pas supposés avoir toutes ces informations. C'est vrai que ce matin, on essaie de corriger... les choses, mais bon, c'est le rôle de qui de faire ce genre de suivi? Alors, c'est le rôle de tout le monde. On peut dire que c'est le rôle de tout le monde, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai, moi en tant que médecin ou pédiatre, qu'il a un enfant, parce que c'est pas tous les enfants qui sont suivis par le pédiatre. Oui. Donc ça peut être le pharmacien, ça peut être la directrice de l'école, ça peut être l'éducatrice à l'école. Donc c'est des choses qu'il faut détecter et bien sûr faire le dépistage dès qu'on a un doute sur l'état de santé de l'enfant. Parfait. Madame Khadija Jaouane, les risques de manger mal, selon vous? Pour moi, les choses, elles sont beaucoup plus simples. Beaucoup plus simples dans le sens où la responsabilité, c'est d'abord le parent. Et le parent a-t-il besoin d'avoir une formation diplômante? Pas spécialement. Si on introduit le sucre chez l'enfant dans le biberon, on a déjà créé une addiction. Les aliments raffinés induisent ces carences. Mais pardon de vous interrompre, si le parent lui-même consomme du sucre? Oui, mais c'est déjà à la base. C'est-à-dire quand vous dites que c'est le rôle du parent? Oui. Oui, parce que c'est l'adulte. Oui. Mais lui-même doit être informé, lui-même doit avoir une base d'alimentation saine. L'information existe. L'information, elle existe. Et j'en sais quelque chose à travers des émissions, à travers des interventions. L'anémie, par exemple, elle peut être induite par
du stress aussi. Si on complémente avec du fer et qu'au niveau de la flore intestinale, c'est pas fort, bon, ça reste symptomatique. Donc les causes et les causes des causes, c'est ça, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc si on introduit comme la pyramide de tout à l'heure de l'alimentation vivante, on introduit des légumes et des crudités et de la verdure dès le départ, les enfants prennent des habitudes. Un enfant qui n'a pas été habitué au sucre au départ ne va pas en demander. Les carences et les subcarences, comment on les voit déjà par le comportement. Alors c'est pas seulement les carences, mais par exemple un enfant qui prend du sucre, ça donne de l'hypoglycémie. Il y a des chutes après le petit déjeuner, 2 heures après. Alors on va parler du petit déjeuner idéal tout à l'heure, mais juste pour revenir, si vous permettez Madame Jaouane, juste revenir sur quand vous dites on donne à un enfant des légumes et on ne donne pas de sucre, eh bien, l'enfant ne demande pas de sucre parce qu'il ne sait pas ce que c'est. En tant que parents, on commence tous la diversification alimentaire avec nos enfants et la base de la diversification, c'est les légumes avant tout. C'est-à-dire que les enfants, les tout petits, les bébés au départ, ce qu'ils goûtent, à part le lait maternel d'abord dans le ventre. Dans le ventre de la maman, c'est des légumes. Liquide amniotique. Mais on sait que petit à petit, les goûts évoluent. Un enfant commence à refuser de manger des légumes, un enfant développe son propre goût. Et ça, on ne peut pas l'occulter peut-être. Parce que du coup, en tant que mère, souvent, on se sent démuni face à nos enfants qui ne veulent pas bien manger. Ça, je le remarque plus dans le non de l'adolescence que chez l'enfant. Un enfant qui est habitué chez lui à une alimentation saine, il est même choqué de voir ce que mangent les autres. Et là, je parle sur le terrain, je parle en connaissance de cause. Quand est-ce qu'il y a j'existe, c'est pendant l'adolescence. Même pendant l'enfance quand même. Ils ne sont pas faciles, docteur, Madame Jaouane, Khadija. Ils ne sont pas faciles. Pendant l'adolescence, l'enfant, parce que c'est un grand enfant, c'est encore un enfant, il veut changer ses habitudes pour sortir du joug maternel. Alors mais il revient. On va donner la parole à Dr Karim Ouali. Je suis complètement d'accord avec ma collègue parce que en fait l'addiction commence déjà dans le liquide amniotique dans le ventre de la maman. Et moi j'ai des enfants que j'accompagne au cours du sevrage qui au bout de 2 ans même n'ont pas goûté 1 gramme de sucre ni un seul épice. C'est-à-dire que la diversification alimentaire, il faut habituer les papilles à tous les goûts. Il faut introduire légume par légume pour qu'ils sentent chaque goût, c'est quoi. Et puis tant qu'on n'apporte pas de sucre, il prendra sa soupe, il prendra les légumes. Oui, mais une fois qu'on introduit... Vous nous renvoyez très loin quand vous dites que dans le liquide amniotique, les bébés goûtent déjà au sucre et au sel. Mais bien sûr, les études l'ont prouvé. Ils ont prouvé qu'une maman qui a un régime alimentaire très riche en sucre rapide, eh ben, ça passe. Et l'addiction déjà se crée. Les parents sont responsables de leur enfant. Ça, c'est la première des choses. Je suis dur quand je le dis, mais les parents sont responsables. Et quand on met au monde un enfant, il faut lui donner le meilleur. Un enfant ne sait pas ce qui est bien pour lui. Ce sont les parents qui décident qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qui est bon pour lui, parce qu'un enfant ne sait pas. Absolument. Donc c'est absolument, il faut responsabiliser les enfants. Moi, quand je reçois des petits enfants obèses, avec le fléau de la cantine maintenant et puis tout ce qui se passe en fast-food, on donnera des conseils par rapport à... Ce sont les parents que je responsabilise, c'est avec les parents que je fais parce que si cet enfant est là dans mon cabinet, c'est parce que ce sont les parents qui seront mal pris. Parce que alors, quand on parle de risque de malbouffe, souvent on pense aux personnes adultes, on pense à des maladies d'adultes. Et forcément, on se dit l'obésité, c'est une maladie d'adulte. L'hypertension artérielle, c'est une maladie d'adulte. Le diabète, c'est une maladie d'adulte. Et donc, vous êtes en train de nous parler d'enfants. D'abord, pourquoi? Parce qu'il faut savoir quelque chose, que le chiffre de l'OMS est alarmant. C'est-à-dire ils ont sorti qu'au Maroc, on parle du Maroc, c'est 14% d'enfants obèses qu'on a maintenant. Ce sont des futurs diabétiques, des futurs hypertendus, des futurs obèses. Bon, vous avez tout à l'heure parlé des complications de l'obésité. Certes, il y a tout le volet micronutritionnel qui est réel. Hein, il n'y a pas que le fer. Il y a aussi la vitamine D, c'est un fléau au Maroc, l'iode, le zinc. Bon, on voit des carences partout en micronutrition, mais il y a aussi ces maladies graves qui sont là, qui coûtent cher aux contribuables. Il y a en chef de file l'obésité, l'hypertension, le diabète. Vous savez que l'obésité au Maroc coûte 24 milliards de dirhams qui sort de la poche des contribuables. On paie ça à travers les impôts. C'est 3% du PIB. C'est incroyable. Et puis on peut aller même plus loin que ça. L'assurance maladie obligatoire, elle va dépenser 80% de ses revenus sur 3%
des adhérents qui ont ces maladies longue durée. D'où tout l'intérêt de ce type d'émission pour faire de la prévention. Oui, donc déjà ça c'est important. Et puis allons plus loin que ça, parce que quand on parle maintenant malbouffe, on parle qu'obésité. Absolument. Il y a le volet mécanique qu'il ne faut pas négliger, hein, les arthroses, le surpoids sur les genoux, les mal de dos. Il y a le volet psychologique qui est important. Vous savez, des enfants qui ne veulent plus aller à la plage, qui ne veulent plus aller à l'école, des mamans qui ne veulent plus sortir parce qu'elles sont obèses. Et puis n'oublions pas que les études le prouvent. Il y a une chose qui est importante, une dernière étude a prouvé que la malbouffe, parce qu'on mange que de l'industriel, il n'y a pas des micronutriments, il n'y a pas d'oméga 3, il n'y a pas de sels minéraux, il n'y a pas de vitamine B dans la malbouffe, et ça favorise même la dépression. On parle du chiffre de plus 41 à 50% de dépression. Donc la malbouffe serait responsable de pathologies physiques, psychologiques, de dépression, donc vous venez de le dire. On va détailler tout cela dans un instant, on va marquer une courte pause et on revient. À tout de suite. Et on continue la deuxième partie de notre discussion. On se dit tout ce matin, spécial alimentation saine. Si vous avez du mal à vous retrouver à travers tous les messages qui circulent sur la bonne alimentation, l'alimentation saine, et bien décryptage ce matin avec nos spécialistes. Madame Khadija Jaouane, naturopathe, phyto-aromathérapeute, nutritionniste à Marrakech. Docteur Karim Louali, médecin nutritionniste et naturopathe à Casablanca. Et docteur Baha Rabi' Al-Hlou, nutritionniste à Casablanca. Merci beaucoup d'être avec nous. On continue la discussion. Vous l'avez dit, l'OMS tire la sonnette d'alarme. La malbouffe est un véritable problème de santé publique et notamment au Maroc. Et on va faire de la prévention aujourd'hui, on va faire de l'information. Alors, on parlait des risques de manger mal, on parlait des risques santé, des risques psychologiques, des risques physiologiques, des risques pour les enfants. Et on va parler également tout de suite, si vous le permettez, des principales erreurs que l'on commet quand on prépare à manger. Donc on sait que beaucoup d'informations circulent sur l'intérêt de manger bien, mais est-ce qu'on a tous la même information? Quand vous recevez des patients dans votre cabinet, vous remarquez qu'il y a, oui, certes, un peu d'informations, mais ce n'est pas suffisant. Docteur Louel. Oui, effectivement, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Par exemple, hein, le pain grillé est diététique, les fruits... Mais rassurez-moi, le pain complet grillé est diététique. Non, effectivement non, parce que c'est une histoire d'index glycémique. Alors, plus on grille le pain, plus l'eau saute et plus l'index glycémique augmente et plus ça sollicite les sécrétions d'insuline. Alors, et puis la notion de pain complet est à revoir. Ah oui, ça c'est un point qui est important parce que quand on parle de pain complet aujourd'hui, c'est plus le pain complet d'il y a longtemps qu'on faisait chez nous. Maintenant, avec l'industrialisation des boulangeries, on ne fait le pain qu'on faisait chez nous, ça s'appelle du pain maison maintenant et ça coûte très cher. Donc moi, j'invite nos chers téléspectateurs à le faire à la maison, déjà pour le laisser lever naturellement. Et pour surtout ne pas mettre de sucre dedans. Parce qu'on voit tout le pain qui se vend, ils sont bien dorés, ils sont bien avec un bon goût. C'est le sucre qui fait ça. Et le sucre, c'est pas bon. Donc plutôt quand on fait le pain à la maison, il n'est pas de couleur dorée, il est blanc. Et quand on prend l'habitude de le manger comme ça, on ne peut plus manger le pain très sucré. Alors, il y a deux points essentiels sur lesquels je souhaiterais qu'on revienne, si vous le permettez. Vous avez dit, il y a l'histoire de l'index glycémique. Ça, est-ce que c'est pas trop technique pour nous quand même? Oui, c'est un peu technique, mais quand on explique ça d'une manière très simple, ça passe très bien. Alors, qu'est-ce que l'index glycémique? C'est juste la capacité de l'aliment à augmenter rapidement le taux de sucre dans le sang. Ça, c'est juste. Oui. Mais la deuxième partie de l'explication peut-être, c'est selon l'aliment auquel il est associé. Non, pas selon l'aliment auquel il est associé, selon l'aliment lui-même. Lui-même, mais à quel moment de la journée on le consomme? Avec quoi? Bien entendu. Donc il y a une histoire d'association. Il y a une histoire d'association. Mais cet index glycémique, il est important parce que plus on sollicite le pancréas, plus la glycémie augmente, plus le pancréas il sécrète de l'insuline, et plus moi je stocke ce sucre en graisse au niveau du ventre. Bien entendu, vous avez raison. C'est-à-dire que quand j'ai envie de me faire une douceur, on n'est pas là pour dire aux gens tout est interdit. On est là pour trouver l'équilibre, pour les laisser manger de tout mais d'une manière équilibrée. C'est une hygiène de vie, c'est pas un régime. Pardon, docteur. Je déteste le mot régime, j'aime pas. On est là pour une hygiène de vie, pour manger sainement, pour être équilibré, pour être épanoui, pas pour priver tout le monde.
Donc ça, c'est important. Bien entendu, un sucre rapide, s'il est mangé un bol alimentaire, il va plus se comporter comme un sucre rapide. Donc j'ai envie d'une douceur sucrée, et ben je vais prendre ça en dessert avec un bon repas copieux et j'aurai pas de pic de glycémie avec. Mais si vous permettez, avant d'arriver à la douceur, restons sur le pain complet, parce que pendant très longtemps, on nous a dit que le meilleur petit déjeuner, la meilleure source de sucre lent, l'énergie du matin, c'est tartine de pain complet, Oui, je suis le d'accord, matin. je suis d'accord, mais à condition d'avoir du vrai pain complet, qui a bien levé, qui a été fait d'une bonne manière. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur ça? De ne pas trop le griller. Ou finalement, c'est quand même un peu extrême comme recommandation. Docteur Baha. Moi, en tous les cas, c'est juste un avis. C'est pas, je suis d'accord que le pain complet, c'est vrai que la définition, elle n'est pas, pour le moment, ce qu'on mange, c'est pas du pain complet. Mais dans notre façon de faire, pour qu'on soit plus simple, le fait de diversifier l'apport en ce sucre lent va faire qu'on ne va, parce qu'au fait, finalement, qu'est-ce qu'on dit? On dit il n'y a pas d'aliment miracle. Mais il n'y a pas d'aliment poison non plus. C'est la quantité et la fréquence qui fait de l'aliment, soit il est miracle, soit il est poison. C'est-à-dire quand on mange beaucoup de ce pain complet qui ne répond pas à la définition, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est cette fréquence. Donc si on diversifie les apports du sucre lent du matin, on sera dans la diversité, et dans ce cas-là, on ne sera plus dans cette problématique, absolument. Alors donc, la question c'est justement quelles sont les erreurs que l'on commet en pensant bien faire, en pensant que l'on mange sain. On a démonté le pain complet, la tartine du matin. Il y a des solutions de rechange. Oui, on parlera des solutions si vous le permettez. Mais par exemple, on parle des huiles aussi, des huiles végétales, Madame Jaouane. On parle des huiles végétales, on dit l'huile d'olive c'est bon pour la santé, ou l'huile d'argan c'est bon pour la santé. Mais est-ce que l'histoire des quantités aussi est importante? Des quantités et de la façon aussi de préparer, parce que beaucoup de personnes cherchent l'huile d'olive. Nous avons ça dans notre culture. La pression à froid, c'est aussi dans notre culture. L'origine de l'olive, de l'huile d'olive aussi. Donc nous sommes le pays de l'olivier et de l'huile d'olive. Et ce que je trouve non compréhensif, c'est de mettre ça dans un tagine et de laisser la température monter. Non, là on n'a plus de la pression à froid. Elle est pressée à froid, oui, mais elle est mise à chaud. Parce qu'on entend les gens dire, oui, j'ai mangé un tagine de légumes à l'huile d'olive. À l'huile d'olive, oui, mais quand? Quand est-ce que j'ai posé cette huile d'olive? Je peux rajouter de l'huile d'olive après, donc à table. À table, là, j'ai un tagine d'excellente qualité avec tous les bienfaits de l'huile d'olive qui est pressée à froid, qui a un taux d'acidité très faible. Mais si moi, je passe les oignons à revenir dans l'huile... Ça devient toxique? Ça devient toxique, la configuration chimique, elle change, et je suis proche d'une huile basique de table. Est-ce que vous, les spécialistes... Là, c'est important d'attirer l'attention sur quelque chose, elle a absolument raison. Et puis, attention, toutes les huiles qui se vendent au Maroc végétales, c'est de la végétation. Il n'y a pas de cholestérol dedans. Ça, c'est 0% de cholestérol, c'est du marketing. C'est du marketing. Parce que toutes les huiles, il n'y a pas de cholestérol, c'est du végétal. Alors après, ce qui change entre les huiles, c'est le rapport oméga 3, oméga 6. Il y a un équilibre à préserver dans le corps pour que l'alimentation soit saine. C'est ce que les gens doivent comprendre. Bien entendu, ce rapport a été inversé parce que les oméga 3 font maigrir, grosso modo, on n'est pas là pour rentrer dans les détails biochimiques, et les oméga 6, c'est le contraire. Mais il y a un ratio à respecter, il faut de tout pour un corps soit complet. Alors bien entendu, avec le marketing... Quelles sont les sources d'oméga 6 et les sources d'oméga 3? Avec le marketing, on a plus tendance à consommer de l'huile de tournesol maintenant, on parle d'huile sans 0% cholestérol, etc. C'est supposé être la bonne huile, en fait? Mais c'est pas supposé, mais on a inversé le rapport oméga 3, oméga 6. Donc il faut toujours mélanger, un mélange, colza, olive, noix, olive, argan, il faut toujours faire un mélange. Et puis vous avez parlé de quantité. Alors, quand on fait une enquête alimentaire, des fois on est effaré de voir la quantité d'huile d'olive que consomme une famille. Donc l'huile d'olive se met dans le pain, mais on ne met pas un bol et on plonge dedans.
Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de la matière grasse et qu'il y a 9 calories par gramme. Donc, c'est ça le problème, c'est la quantité aussi qu'il faut... Par rapport à cette histoire aussi de quantité et de produits, il y a tout ce qui est supposé être 0% de matière grasse, pas de sucre ajouté. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Labert? Déjà, le fait de parler du gras, le gras, c'est pas un ennemi. Le gras, à la rigueur, il est nécessaire, comme le cholestérol est nécessaire pour le corps. C'est la quantité. Quand vous parlez quand on parle de demi-écrémé ou écrémé, c'est très dangereux parce qu'il n'y a pas de vitamine D. Parce que la vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble, elle ne va pénétrer dans le corps que si elle est accompagnée de gras. Donc le lait devient presque inutile en fait. Ben oui. Est-ce que c'est encore du lait à ce moment-là? Voilà, parce qu'on le prend pour la vitamine D, sinon ça sert à rien. Donc, en fait, nous on voulait simplifier les choses pour les gens qui nous regardent, mais là je crois que non, ils doivent se dire finalement on devrait suivre des formations en nutrition. Est-ce qu'il faut devenir spécialiste? Non. Pour prendre soin de sa famille? C'est simple. Les produits allégés, faut parler un peu d'histoire. Allons-y. C'est une invention de l'industrie dans les années 80, où les Américains, c'est les champions de créer la demande en marketing. Ils ont inventé ces produits-là parce que la population avait tendance à grossir et on a commencé à alléger tout ce qui passait sous la main. Puis, plus on allégeait les choses, plus la population grossissait. C'est le contraire de l'effet. Pourquoi? Eh bien oui, parce que à côté, on enlève des choses, mais on les remplace avec d'autres choses. Et c'était le sucre qui avait pris le dessus. Donc, et puis, comme madame a dit, le cholestérol, c'est vital. C'est avec ça qu'on fait les membranes cellulaires. C'est avec ça qu'on fabrique la vitamine D, dont tout le monde manque aujourd'hui au Maroc. C'est avec ça qu'on fabrique les hormones. Mais en parlant de marketing, est-ce qu'aujourd'hui, la mode du bio, c'est du marketing? Le bio, c'est imposé, mais le bio, je préfère le non traité. Non traité, aujourd'hui le bio c'est un label qui autorise et qui n'autorise pas certaines choses. Il y a aussi les quantités, les gens qui se mettent dans le bio, c'est le pain bio, c'est la farine bio, c'est les fromages bio. C'est une bonne chose ou pas? Oui, c'est une bonne chose, mais si on reste dans cette approche et non pas dans l'équilibre alimentaire de la journée, il faut donner une grande part aux fruits et légumes. Bien sûr, si on a des fruits et légumes bio, ça, il n'y a pas à dire. On peut même une pomme la croquer avec sa peau, il n'y a rien de mieux. Mais croquer une pomme qui est traitée et surtraitée, c'est pas bon. Parce que cette notion de bio est venue corriger un petit peu les différentes notions de l'alimentation saine. Pendant longtemps, on nous disait qu'il faut manger les fruits avec leur peau, notamment croquer dans une pomme entière. Et puis, ces dernières années, on commence à parler des risques des pesticides, de l'importance de l'alimentation bio. Et là, on nous dit, non, mais finalement, avant, il ne fallait pas croquer dans la pomme entière. Maintenant, si elle est bio, oui. Oui, si elle est bio, parce qu'il y a on a l'impression qu'on joue avec l'information. Oui, parce que, par exemple, quand on voit qu'il y a toute une panoplie de fromages bio, de pain bio, il y a les gens, ils sont attirés vers ça. Sinon, s'il y a un déséquilibre et qu'il y a plus de farineux, plus de produits laitiers dans la journée, même si c'est bio, c'est mauvais. Alors le bio, il faut comprendre que le bio, bon, c'est vrai que c'est récent. Oui. Mais moi, j'aimerais attirer, il ne faut pas rester stéréotypé parce que c'est des produits qui coûtent cher et qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Pourquoi ça coûte cher? Parce que, je vais vous donner, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que c'est du marketing, une tomate bio, on ne peut pas en produire des masses sur un lot de terrain. Par contre, une tomate industrielle, on va mettre des pesticides, on aura moins de dégâts et on va produire 4 fois plus ou 5 fois plus. Bien entendu, la quantité de sels minéraux et de vitamines dans la tomate bio est de loin plus supérieure à celle où on a produit 4 fois plus. Donc, bien entendu, c'est bon pour la santé. Mais d'abord, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ça, c'est en premier lieu. Et en second lieu, il ne faut pas stéréotyper le bio parce qu'il y a quelques années, au Maroc, on mangeait tous bio. Et le bio, avant, c'est le healthy. On prenait directement des chez le fermier, nos fruits et légumes n'étaient pas traités, il n'y avait pas l'industrialisation de l'agriculture. Aujourd'hui, on sait que les choses ont changé. Alors, en tant que responsable de la famille, vous l'avez dit en début d'émission, les mamans surtout, et ça on le sait, c'est plus les mères que les pères, quand on doit faire nos courses, quand on doit préparer à manger, Écoutez, il faut commencer d'abord qu'est-ce qu'on fait par les bases. Il faut commencer d'abord par les bases de règles, parce que quand même le bio, c'est le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire que d'abord on connaît les règles de base, d'abord on mange sainement et équilibré. Non, moi, je c'est
pour cela Bien entendu, oui, je vais vers le bio. bien entendu, Probablement, quand on a les Madame moyens, Jaouane. quand c'est C'est pour disponible. ça qu'aujourd'hui, il y a un message qui passe et que je trouve très dangereux. Pas parce que par le message, mais parce que les gens le comprennent mal. Quand on parle il y a longtemps, on mangeait bio, donc les gens reviennent à aller manger dans les campagnes, alors que c'est pas du tout ce qu'on veut dire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que notre alimentation, nos fruits, nos légumes ne sont pas bio? C'est par le mauvais usage des pesticides. Donc s'il y a un responsable aujourd'hui, c'est bien l'agriculteur lui-même. Il doit avoir une formation et c'est pas la responsabilité des parents tout seul. C'est pour ça que je dis c'est la responsabilité de tout le tous, monde. absolument. Chacun a une part de responsabilité. Si il y a une volonté politique aujourd'hui pour que tout le monde mange bio, tout le monde mangera bio au même prix qu'on mange ce qui n'est pas bio. Moi, je vais être honnête aujourd'hui, je vais être honnête et dire les choses comme elles sont. Et il y a des responsabilités à prendre. C'est-à-dire que l'agriculteur aujourd'hui, il faut l'encadrer pour qu'il puisse utiliser le pesticide dans les normes et que tout le monde ait accès à cette alimentation. Le Maroc s'y prête, hein, Oui. parce qu'il y a encore des terrains vierges. Le Maroc s'y prête, le savoir-faire manuel est là. Et puis, l'exemple le plus simple, on peut le sortir. Et le message des spécialistes est là. Oui, en fait, le message le plus simple, on peut le sortir avant, quand on prenait la route. On avait plein d'insectes qui étaient dans nos pare-brises parce qu'il n'y avait pas de vrai qu'ils ont pesticides disparu. et tout. Eh ben oui, hein, on va comprendre pourquoi ils ont disparu. Et puis, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est même pas ça. C'est que notre culture bio, elle est en train d'être exportée. Il y a peu de surface bio au Maroc. C'est pas terrible comme chiffre. Et elle est en train d'être exportée. Et c'est importé en produits finis qui coûtent Écoutez, excessivement les cher. responsables ne sont pas là pour élargir le débat à ce stade-là. Donc on revient à notre panier à la maison, on revient à notre alimentation à la maison. Madame Jaouane, quand vous dites non, moi je suis pour le bio, Oui. ça c'est la spécialiste qui parle. Mais sur le terrain, au quotidien, Sur le terrain, nous, alors, comment on peut faire? Oui, je privilégie le bio pour les aliments qui vont se manger crus. Alors là, je vais répondre à notre ami par rapport au coût. Quelqu'un qui est dans une alimentation saine et complète, je vous assure que c'est le budget du mois ou de la journée qui dégringole. Ce n'est pas le prix de l'ingrédient. On mange plus de produits industrialisés qui remplissent le chariot et qui vident les poches. D'accord, mais ces produits bio, on va les chercher où? Il On y a- sait que les points oui. de vente sont très rares. Mais Ils ne sont ils pas existent. disponibles dans toutes les villes. Ils Qui existent. sont c'est vrai, bon, le produit coûte beaucoup plus cher. Mais comme vous dites, si on change les habitudes d'achat et de consommation, on le réduit. Mais les points de vente sont rares quand même. D'accord, moi je vais donner une image. C'est comme quelqu'un qui est plié sous le poids d'un gros cabas sur le dos. On va pas mettre, c'est la loi du tout ou rien. C'est soit Oui. je mange tout bio, soit je mange tout malsain, parce que les autres n'ont rien fait. On le sent, je travaille avec ça. C'est au fur et à mesure qu'on allège notre alimentation de produits réellement toxiques, de produits raffinés, de produits frits ou surfrits, de produits traités aux hormones. Au fur et à mesure, la santé et la personne se redresse et la santé apparaît. Donc, sans être extrémiste, on tend vers le bio. On va privilégier les produits non traités. Mais c'est juste un privilège, c'est pas c'est ou ça ou ça. D'accord. Et au fur et à Parce qu'en mesure... tant que parents, on culpabilise quand même Oui. vis-à-vis de nos Mais enfants. on peut en produire chez soi. Est-ce qu'on vous dit Oui, ça moi, en cabinet? mes Est-ce qu'on vous en parle? patients, Oui, ils bien produisent sûr. chez eux. La menthe, le Oui, persil. au moins. Mais il faut avoir de l'espace. Mais non, dans un les tout petit jardinières, pot, un sur, petit jardinière au et balcon même et c'est balcon, suffisant. Moi, je sur considère la que fenêtre. quand on va au marché, on C'est joli. cherche. Il faut plus chercher les jolis poivrons qui sont très ronds. Il faut aller chez, par exemple, rien que pour la menthe, on me disait, comment vous faites pour l'acheter? Moi, j'achète la menthe où il y a encore les petits verres, où la feuille est complètement trouée. Moi, je préfère celle-là plutôt que celle qui a une jolie feuille qui est verte. Déjà, comme a dit notre collègue, il faut tendre vers le bio. C'est pas ou l'un ou l'autre. Oui. Bien sûr, il faut manger tout ce qui est cru. On essaie de manger plus bio, mais aussi quand on va au marché, il faut pas être parce que finalement c'est ce qui nous attire le plus, c'est ce joli panier avec des tomates qui sont grosses, qui sont. C'est pas ça qui devrait nous attirer. Plutôt. Alors, on tend vers vraiment la fin de l'émission. On va, si vous le permettez, passer en revue pour vous, en tant que spécialiste, la journée idéale en type d'alimentation.
nous, on culpabilise en tant que parents, mais vous êtes là pour nous rassurer aussi. Et vous l'avez dit, Madame Jaouane, ce n'est pas tout ou rien. Donc, dans ce contexte de pas tout ou rien, pour vous, le petit déjeuner idéal, ça serait quoi? Et on oublie, je crois, le pain complet. Parce que Dr Ouali l'a dit. Non, pour n'oublie moi, pas. c'est pas oublier le pain Non, complet, complet. c'est juste que l'apport pain devrait être, comme a dit notre collègue, équilibré avec d'autres apports de sucre lent. Il y a d'autres céréales. Nous avons aussi dans notre culture le hsoua ou la bouillie de céréales. Si on change les céréales, Avec du lait ou avec de l'eau uniquement? non, surtout pas de lait, parce que l'association lait et farineux donne des indigestions, même si l'enfant n'a pas de problème au niveau de son estomac, mais c'est des digestions qui vont... Ça, c'est pour l'enfant et pour l'adulte aussi. Pour l'enfant, pour l'adulte. Donc, d'ailleurs, même la bouillie devrait être épaisse. Il y a d'autres, par exemple, il y a le millet, il y a le riz complet, il y a... Le matin, le riz complet? Oui, bien sûr. d'avoine. Pourquoi pas? Le riz complet, c'est Voilà. quand même pas dans nos habitudes alimentaires le matin. Oui, mais les habitudes, la malbouffe, c'est des habitudes. Comme par hasard, tout ce qui est malsain rentre dans les habitudes facilement. Et puis Tout ce surtout, qui est sain sort des habitudes. surtout avec les fameuses publicités, on va vanter les mérites d'un biscuit, puis on va passer cette petite ligne pour votre santé, manger. Évitez de grignoter. On fait en jamais dehors. attention à la ligne, on va plutôt... Alors, madame a raison, il y a les flocons d'avoine que moi je donne énormément à mes patients, et puis ils ont un goût neutre. On peut parfaitement les agrémenter avec des noix, des raisins secs, ça Les donne du flocons goût. d'avoine avec du lait? Ben, avec de l'eau. Avec Pourquoi de l'eau? du lait? Ben oui, D'accord. c'est très bon. C'est très bon parce que c'est le goût, il vient des raisins secs, il vient des dattes, il vient des choses qu'on va mettre dedans. Alors, les fruits secs, est-ce que ça n'augmente pas l'index Il faut glycémique? faire la différence entre fruits secs et fruits séchés. Alors là, D'accord. c'est vraiment C'est un autre débat. Mais les raisins secs. Alors parlons des fruits. des petites choses faciles à dire. Voilà, pour le petit déjà. déjeuner, rapidement. Alors, flocons d'avoine, fruits secs. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord assainir les placards de la maison. Oui, Ça, faire c'est le une. ménage. Dire faire, parce qu'un enfant, quand il a faim, voilà, quand il a faim, il va faire ce qui est le plus facile. S'il a, Biscuit. voilà, un yaourt, un biscuit, il va. Mais s'il y a un beau panier de fruits à portée de main et qui ne prouve pas les autres choses, il va prendre de fruits ou de légumes. Bien sûr, bien sûr. Non, Croquer une carotte, carotte, Bugs Bunny. on faisait ça. Le goûter Croquer de une- 10 heures à Alors. l'école, vous êtes pour ou contre? Moi, je dis oui, bien sûr. Est-ce que l'enfant a besoin de ce goûter? Est-ce que physiquement il en a Le besoin? goûter, ça dépend des enfants parce que on dit le petit déjeuner, on peut le prendre jusqu'à 2 heures après le réveil. Donc pour les tout petits, quand ils ne finissent pas, qu'ils n'arrivent pas, que les mamans stressent, parce que moi je préfère que l'enfant fasse un goûter à l'école plutôt que la maman stresse avec lui le matin et ça crée un ancrage négatif et après l'enfant il va détester le petit déjeuner. Vaut mieux. Donc vous n'êtes pas contre, docteur Je ne suis pas contre à condition qu'au contraire ça peut être. Docteur Ouali, le déjeuner idéal pour vous? Eh ben, il faut qu'il y ait les trois grandes choses qui doivent former. Il faut qu'il y ait une source de sucre lent parce qu'il faut de l'énergie pour suivre l'après-midi. Il faut qu'il y ait la protéine. Il faut qu'il y ait les légumes et la salade. Les fruits? Ah, pas au moment du repas. Mais alors ces fameux fruits, on les met où? Parce que on les met en collation, c'est En l'idéal. collation, C'est l'idéal parce qu'un fruit, ça se digère rapidement d'abord, et donc ça fermente. Et puis surtout, c'est l'association acide des fruits sur les sucres lents qui coagulent les sucres lents et les protéines. c'est compliqué. Et qui Donc donne les une fruits, maldigestion. c'est... On peut servir aux enfants des fruits au moment où ils rentrent de l'école. Tout simplement. Tout simplement, il y a une petite demi-heure pour dresser la table. Le dîner idéal? Le dîner Docteur idéal, moi je suis contre le fait de dire qu'il n'y a pas de protéines. Les protéines sont importantes aussi le soir. Donc il faut qu'il y ait des protéines le soir parce que souvent les gens ils oublient, surtout pour les enfants. Donc le dîner du soir, c'est à peu près la même composition que le déjeuner, sauf c'est l'heure de la prise qui doit être... Alors l'heure limite pour vous? 8 heures. Pour dîner? 8 heures. Pas au-delà de 8 heures? Pas au-delà de 8 heures, Consensus ce n'est général? plus un dîner. 8 heures et puis surtout les choses qui sont faciles à Facile à digérer. digérer. Vous savez, la digestion, ça va de 2 heures pour ce qui est cuit sainement et ça peut aller jusqu'à 6 heures, 8 heures pour le frit. Donc, et puis c'est le frit qui est cancérigène. Hein. Vous allez en venir. Absolument, absolument. Donc 8 heures, l'heure limite du dîner. On sait qu'aujourd'hui, on se retrouve souvent pour un seul repas en famille, c'est le repas du soir. Et donc,
on se dit, on nous dit, il faut pas manger tard, il faut pas manger lourd, mais le dîner, c'est le seul vrai repas de la journée. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, c'est une question d'organisation. C'est juste ça. Le dîner du soir, il peut être, les enfants, ça dépend c'est-à-dire quand ils rentrent de l'école, ils trouvent une corbeille de fruits, et ça je conseille à toutes les mamans de mettre une corbeille de fruits et de légumes au centre de la table. Quand les enfants vont, parce que les enfants vont absorber, ils vont regarder, ils vont refaire. Si la maman, chaque fois, elle passe... Et le papa dans tout ça? Le papa, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Le papa dans tout ça. Parce que lui aussi... Parce que tout repose sur... On a l'impression que tout repose sur les épaules de la maman, avec tous mes respects pour tous les papas qui nous regardent. Généralement, la maman, elle passe plus de temps avec l'enfant, et l'enfant, il absorbe de ce qu'il voit. Comme elle a dit tout à l'heure, Madame Jaouane, même si à l'adolescence on fuit les habitudes parentales, ne vous inquiétez pas. Quand ils ont absorbé correctement ce qui se faisait à l'enfance, ils vont revenir vers ce comportement à l'âge adulte. Par rapport au papa, parce que quand je touche une femme dans l'hygiène alimentaire, c'est toute la famille que je touche. Absolument. Quand je touche un homme, il va remettre l'hygiène, pas le régime, l'hygiène, la feuille d'hygiène alimentaire que je lui donne, il va la coller sur le frigo, prépare-moi ça. Et je suis désolé, je suis un homme. Et ensuite, ça s'applique à toute la famille. Donc, généralement, quand on touche les mamans, on touche toute la famille. Et encore mieux. Mais est-ce que le papa adhère encore facilement? Mieux que ça. Non, il adhère. Parce que quand il voit ses enfants et sa femme s'y mettre, il va être jaloux et il va suivre. Mais par contre, ce qui est encore plus important. Oui. Un dernier petit mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Les enfants, ils sensibilisent plus que les parents. Quand on touche un enfant, il va gronder ses parents. Mais il ramène toujours des messages de sensibilisation de l'école. Dans les écoles qu'on ne fait pas, malheureusement. Merci, Dr Wali. C'est exactement sur ça que j'allais terminer. Pour moi, c'est l'enfant qui change facilement ses habitudes et c'est l'enfant qui adhère à une alimentation saine si l'explication elle est à son niveau. Les plus durs à cuire, c'est les mamans. Les papas? Moins. D'accord. Parce que les mamans, c'est toute une organisation et une bonne volonté et elles tombent dans le sentiment de culpabilité parce qu'elles pensent bien faire. Absolument. Et c'est difficile de changer les habitudes. Avec beaucoup de tendresse pour les mamans qui nous regardent aujourd'hui. Oui. Le mot de la fin, docteur Baha Lehlo. Aujourd'hui, nous avons parlé de nutrition. Moi, je voudrais beaucoup plus parler de mode de vie sain parce que c'est pas que la nutrition, c'est le sport aussi, l'activité physique et tout ce qui accompagne le mode de vie sain. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation d'On se dit tout. Merci pour votre sincérité. Merci pour vos conseils avec beaucoup de tendresse. À tous les téléspectateurs, au plaisir de vous retrouver prochainement. Très bonne suite des programmes sur Mediane TV.